Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur qui reprend du service pour l'automne qui vient. Mon nom est Martine Laval et en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, la TVCL vous offre cette belle émission où nous rencontrons auteurs, autrices, écrivains et écrivaines des Laurentides. Aujourd'hui, nous recevons Colette Major-McGraw. Bonjour Colette. Bonjour Martine. Colette, vous avez un parcours assez particulier, celui qui vous a emmené à l'écriture. Alors, on fait un tout petit résumé. Alors, vous avez travaillé, d'abord, vous êtes née à Sainte-Agathe, donc vous êtes quelqu'un des Laurentides, vous vivez dans les Laurentides. Vous êtes la troisième de 6 enfants. Donc, une grosse famille. Oui. Vous aviez quelle place, vous? Moi, j'étais la troisième, la plus vieille des filles. En plein dans le milieu, hein, les enfants du milieu. Et vous avez travaillé 15 ans à la Sûreté du Québec. Oui. Qu'est-ce que vous y faisiez exactement comme poste? J'ai commencé à la Sûreté municipale de Sainte-Agathe aux télécommunications pour ensuite aller à la Sûreté du Québec, toujours aux communications, là, ce qui est aujourd'hui le 911. Par la suite, j'ai été... à cette époque-là, les employés civils n'étaient pas transférés, mais moi, j'ai dû aller travailler à Saint-Hyacinthe. OK. Et là, je suis revenue à Saint-Jérôme travailler à l'escouade des drogues pour les 6 dernières années. Et vous avez fait... Oui. Hein, où vous avez vadrouillé à l'intérieur de la Sûreté? Oui, puis c'était une époque où on avait très peu de femmes policières. Fait que je travaillais dans le bureau, mais j'allais aussi parfois travailler avec les gars sur le terrain. Fait que j'ai adoré ça. C'est vrai? On va voir ce que ça a provoqué chez vous. Parce qu'après ça, vous avez eu un commerce automobile avec votre conjoint. Donc là, on tombe dans un autre registre. Oui, conjoint que j'avais recruté à la Sûreté du Québec, naturellement, là, un policier. Puis à la retraite, ce qui est arrivé... Pourquoi partir J'avais trouvé un beau grand bonhomme, pourquoi pas le prendre, hein? Oui, mais pourquoi les automobiles? Parce que c'était son rêve, puis lui, il avait pris sa retraite plus tôt que moi. OK. Fait il a parti un commerce à Mirabel. Puis à un moment donné, nous autres, il y avait une question à la Sûreté du Québec que nos fonds de pension auraient été gelés. J'ai décidé de laisser mon poste et sans promettre que j'irais travailler avec lui, mais finalement, ça a toujours bien été. On fait un bon team. Ah bon. Alors, après ça, vous avez décidé, vous avez ouvert le premier café Internet des Maritimes, donc au Nouveau-Brunswick, si j'ai bien compris. C'était quoi l'idée derrière ça, café Internet? L'idée, c'était de toujours vouloir travailler parce qu'on a vendu le commerce. Mon conjoint était un petit peu plus âgé que moi, là. Et puis, mais je cherchais toujours à travailler, faire quelque chose d'autre. Puis à un moment donné, il m'a dit, si tu avais le choix entre travailler au Québec, travailler au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce que tu ferais? Et moi, j'adore le Nouveau-Brunswick. Parce que lui est natif de là, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Lui est natif de Lausier-Settlement, un petit village près de Tracadie. D'accord. Puis moi, j'adore cet endroit-là, j'adore les gens, j'adore cette culture-là. Puis on est allé pour c'est leur fête d'ailleurs aujourd'hui. Oui, bonne fête aux Acadiens. Alors, c'est bonne fête des Acadiens. Nous sommes avec eux. Oui. Et puis, on est allé pour faire un redressement d'une compagnie informatique. D'accord. Mais il y avait 2 beaux grands locaux. On a décidé d'agrandir nos locaux. Puis moi, j'avais le goût d'un café Internet. Il y en avait très peu à l'époque. Il y en avait un à Montréal, un à Québec. Fait que moi, j'ai parti le premier des Maritimes. Eh bien! Puis ça a été merveilleux. Là, les gens découvraient ce qu'était Internet à cette époque-là. Fait qu'on a fait ça pendant 1 an et demi. Parce qu'ils étaient isolés finalement, là où ils étaient, s'ils n'avaient pas... Non, OK. Idéalement, ils étaient plus avancés que nous dans le côté informatique, sauf que c'était à l'époque où un PC, là, ça coûtait comme 5 000 $ puis tout ça. Mais là, nous autres, on est arrivés là-dedans, on vendait les ordinateurs, on est allé chercher les cours multi-exa d'informatique. Fait que là, je me suis donné à plein dans ça. Ça a été merveilleux. Mais là, on a dû laisser question santé pour mon conjoint, là, trop de stress, un workaholic. On a décidé d'arrêter tout ça et de revenir à la maison. Comment l'écriture est-elle arrivée après tout ça ou à travers tout ça, je ne sais pas? Non, l'écriture est arrivée après ça, sauf que toute ma vie, j'ai écrit. Très jeune, j'écrivais pour ma grand-mère qui vivait avec nous. Fait que j'écrivais à ses belles-sœurs qui étaient religieuses. Fait que de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de, je dirais 25 ou 26 ans, j'ai écrit à 2 tantes religieuses qui ont essayé de m'entrer en communauté, naturellement, mais j'avais pas la fibre. Okay. Puis, mais j'ai toujours écrit pour donner des nouvelles. Fait que c'est sûr qu'à 8 ans, 9 ans, ça devait pas être terrible comme récit, là. Mais je racontais ce qui se passait dans la famille, des nouvelles de tout le monde, mais j'aimais écrire. Puis tout le monde me disait au fil du temps, t'as une belle main d'écriture, t'écris bien.
Mais moi, j'ai un secondaire. J'ai suivi quelques cours par la suite, mais pas suffisamment pour, selon moi, pour devenir écrivaine. Mais un jour, après toutes nos époques... Les statistiques vous ont fait mentir, là, hein? Oui, oui. Je suis allée à quelques ateliers d'écriture à Saint-Sauveur. Puis l'auteur qui donnait cette formation-là s'appelait Claude Lebrun. Cette femme-là écrivait pour Watatata, dans des séries comme ça, certaines revues. Puis après le deuxième atelier, le deuxième soir, elle m'a dit à un moment donné, Colette, il faut que tu écrives. J'ai dit, écoute, j'ai pas fait d'université, j'ai pas de cours de littérature, j'ai pas. Elle dit, tu as un talent brut. C'est comme la musique. Quand elle m'a dit c'est comme la musique, j'ai réellement là, réalisé ce que je pouvais écrire. Mais chaque fois que j'allais dans un atelier d'écriture, je revenais à la maison, j'aurais pu écrire toute la nuit. Fait que là, je me suis décidée ce soir-là d'écrire, et c'est de là qu'est venu Sur les berges du lac brûlé, le premier tome. Bon, ça a commencé là. Venons-y. Allons sur les berges du lac brûlé. D'abord, vous avez 2 séries. Une de 3 tomes sur les berges du lac brûlé, et puis cette série-là, l'héritage du clan Moreau. J'ai remarqué que les 2 se passent dans les Laurentides. Vous n'êtes pas allé chercher ailleurs, là. Val-David, je crois, pour celui-ci, puis l'autre, c'est pas à Sainte-Agathe? Sainte-Agathe. Sainte-Agathe. Donc, vous êtes resté dans votre milieu, dans notre milieu laurentien, pour nous raconter, parce que ce sont des romans historiques. Oui. Donc, pour nous raconter l'histoire, vous êtes resté dans votre milieu. Vous n'avez pas eu envie de vous évader ailleurs. Mais je trouvais que ça avait été négligé. Dans ce type de roman-là, on parlait souvent de Trois-Rivières, de Québec, de Montréal. Oui, oui. Je me disais, les Laurentides, c'est tellement beau, il s'en passe des choses ici. En effet. Et il s'en est passé beaucoup. Et il s'en est passé aussi. Et quand j'ai décidé d'écrire mon premier roman, ma première idée, ça a été de trouver un lieu. Puis le lieu, j'ai choisi le Chemin de la Douceur, à une place où j'avais été souvent. Et c'est l'endroit où mon arrière-grand-père avait une ferme, une terre. Et puis, j'ai choisi le lieu. Dans ma tête, mais j'avais aucune notion de comment on pouvait écrire un livre. J'avais acheté plein de livres qui disaient écrire ses mémoires ou des choses comme ça, mais j'avais pas trouvé. Mais dans le fond, j'ai été vraiment là, comme ça venait, d'une page à l'autre. Avec le cœur. Avec le cœur. Et je pensais d'écrire un roman. OK. Mais ça en a fait 3. OK. Parce qu'après le premier roman, je pouvais pas arrêter l'histoire là. Mes personnages étaient beaucoup trop beaux, beaucoup trop... ils m'habitaient vraiment, là. Personnages inventés, inspirés, réels, une certaine réalité. Viennent d'où ces personnages-là? Ils sont inventés parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Colette, c'est qui le vieil ours à Sainte-Agathe? » Mais je dis toujours « Non, il n'y en a pas de vieil ours, il y en a plusieurs. » On cherche le vieil ours à Sainte-Agathe. Mais il y a des gens qui sont venus me voir tout ça. Parce que des tomes, ça peut se dire. Oui, le tome 1, c'est le vieil ours. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment formé une famille tellement qu'au tout début, j'avais appelé mon personnage principal Ernest. Et sa femme s'appelait Pauline, parce que j'avais un oncle qui s'appelait Ernest, sa femme s'appelait Pauline. Je me suis dit, ça va être plus facile à me souvenir. Okay. Pour vous montrer comment j'avais pas de formation. Mais là, j'ai pas pensé que mon oncle Ernest avait eu juste 2 enfants, là. Moi, j'en ai eu plus que ça, là. Oui. Fait qu'à ce moment-là, j'ai vu que non, c'est pas, ça m'aiderait pas, là. Mais j'ai resté avec ces 2 noms-là quand même. Ah, okay. Puis après ça, ça a été les enfants. Là, j'ai réalisé, j'ai appris, comme on dit, j'ai appris sur le tas. Oui. J'avais mes personnages, là, il fallait que je prenne des notes, des post-it, les dates de naissance, les dates doivent concorder. Faut que ça se tienne. Faut que ça se tienne. Une petite question par rapport à Ernest et Pauline. Est-ce que vous aviez songé peut-être à un moment donné que peut-être ils pourraient contester ce que vous racontez en leur nom, ou qu'ils auraient pensé que c'est de moi qu'elle parle, mais c'est pas comme ça, ou c'était pas ça? Pas du tout, parce que ça, c'est des gens qui vivaient à Montréal. Ah, OK. C'était pas des histoires inspirées de votre... Pas du tout. D'accord. Fait qu'à ce moment-là, c'était juste 2 prénoms. D'accord. J'ai commencé comme ça, là, après ça, c'est venu les noms des familles, mais vraiment, là, l'histoire s'est ancrée dans ma tête, dans mon cœur. Puis vraiment, d'un chapitre à l'autre, et tout le temps que j'ai fait des études, j'étais pas la fille à faire des plans pour le travail. On nous enseignait comment faire des beaux plans, mais moi, ça fonctionne pas. Moi, c'est vraiment l'imaginaire. À ma maison d'édition, on me dit que je suis une conteuse, avant tout. Et que c'est pour ça, quand je commence à raconter l'histoire, j'y vais au fil du temps. Et je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je ne sais pas ce qui va arriver à la prochaine page. Je laisse aller mon cœur comme ça. Et vraiment, là, il y a des moments où j'arrête.
Si je me relis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai écrit. Il y a vraiment des mots qui sortent de ma tête que donc, vous n'êtes c'est pas du bonheur. le genre d'écrivaine à avoir, comme vous dites, vous ne faites pas de plan, mais avoir une idée globale de votre histoire? Pas du tout. Non, vous n'avez pas d'idée Non. globale. Vous y allez comme ça au fil de votre journée d'écriture, de votre moment d'écriture. Ça se développe dans votre tête et puis ça s'écrit comme ça. Moi, j'avais entendu en entrevue Louise Tremblay-Dessiande, Oui. qui est mon idole, OK. et avec qui je travaille maintenant chez Guy Saint-Jean. Oui. Puis Louise avait dit un jour, moi, mes personnages me parlent. La nuit, Ils lui apparaissent, oui, je l'avais ils m'apparaissent, oui, ils me parlent. incroyable. Puis là, je me disais, mon Dieu, madame, Oui. elle en fume du bon. Tu sais, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour moi, c'était comme pas logique. Je ne pouvais pas croire que ça se passait comme ça. Oui. Et vraiment, il m'arrive souvent de me lever la nuit et d'aller prendre des notes, d'aller écrire des passages ou de me lever et aller écrire un chapitre complet. Parce que l'idée est... Pour pas perdre le fil, pour garder l'idée, puis parce que quelque chose est apparu. Parce que l'idée est vivante. L'idée est vraiment là, puis c'est à ce moment-là qu'il faut que je la mette. Donc, est-ce que je comprends bien que quand on commence à écrire des histoires, qu'elles soient plus ou moins longues, j'imagine, mais enfin, des histoires, elles finissent par tellement nous habiter que finalement, elles nous en réveillent. On en rêve, on en réveille, on se réveille, ça nous inspire. D'un coup, mon Dieu, il ne faut pas qu'on perde le fil. Oui. Ça vous réveille. C'est vraiment ça, on la vit. On vit l'histoire quand on l'écrit. Exactement. Il faut vraiment s'en imprégner. Si on veut faire un bon roman, c'est qu'il faut vraiment être dans l'histoire complètement. Donc, ils sont catalogués, vos livres sont catalogués dans romans historiques québécois. Oui. Donc, on pourrait même dire roman historique laurentien. Oui. Parce que ça se passe vraiment tout dans les Laurentides. Et la majorité, ce sont des faits vécus qu'on relate. Parce que moi, j'ai été élevée avec ma grand-mère. Ma grand-mère vivait avec nous. Et que c'est certain qu'on entendait plein de choses à raconter. Et ma première série se déroule entre 1958 et 1989. OK. Fait que ce sont des étapes que j'ai connues, que j'ai pu vraiment avoir des souvenirs ou avoir entendu parler d'histoire. OK. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand je l'écris, il y a beaucoup, beaucoup de vécu dans tout ça. D'ailleurs, dans ma première série, à un moment donné, mon éditrice m'a dit Colette, à cette époque-là, dans ces chapitres-là, il y a eu le jour de l'an dans la famille Potvin, comment ça s'est passé. Et je me suis assise, puis j'ai été relater une journée du jour de l'an typique. Telle que vous l'aviez déjà vécue? Oui, exactement. Okay. Tu sais, des enfants assis dans les escaliers parce qu'il manquait de chaises, d'autres enfants qui jouaient, qui couraient en dessous de la table. C'était comme ça qu'on vivait. Ce que la vie était à ce moment-là. Exactement. Et les familles étaient nombreuses. Oui. Ça faisait bien du monde à la messe. Oui. Puis les gens qui m'ont lu par la suite me disaient « Oh mon Dieu, tu m'as fait penser à plein de choses d'autrefois. » Oui, exactement. Wow. Ouais. OK. Est-ce que cette vie que vous avez vécue avec 6 frères et sœurs, est-ce que, peut-être vos frères et sœurs, votre famille, est-ce qu'ils se retrouvent donc dans vos livres? Est-ce qu'ils disent « Oh oui, je me souviens, t'as conté ça, puis on l'a... » ou bien c'est quand même tricoté? Peut-être pas vraiment pour ces romans-là. Okay. Ça va venir. Ah, okay. Mais je me suis permis dans cette série-là, moi j'avais un petit frère qui est décédé à l'âge de 7 ans, qui s'appelait Pierre. Puis il est allé à l'hôpital, opéré pour l'appendicite, puis il a des petits problèmes à l'hôpital et il est décédé. Ça a été un grand deuil dans la famille, tout ça. Et dans cette série-là, j'ai un personnage qui s'appelle Pierre, qui devient un personnage très important. Et il a été malade lui aussi. Il est allé à l'hôpital, mais je l'ai fait vivre. Et tout au long de ma trilogie, de voir mon Pierre, puis c'était pas triste, là, c'était vraiment de dire, j'ai fait vivre mon petit frère à travers ma trilogie. Pour moi, c'était un cadeau que je me faisais. Oui, un cadeau à la famille aussi. Mais un cadeau à la famille aussi, c'est certain, c'est certain. Passons à l'héritage du clan Moreau. Ouais. C'est qui ça, le clan Moreau? Le clan Moreau, c'est d'abord, pourquoi j'ai écrit cette histoire-là, c'est que pendant 4 ans, je me suis occupée d'un de mes oncles qui avait pas. Il y avait à l'époque qui m'avait demandé est-ce que tu t'occuperais de moi parce que moi j'ai pas d'enfants. Puis il y avait un de ses frères qui lui avait des enfants. Puis il était à peu près du même âge. Les 2 frères avaient marié les 2 sœurs.
Et puis, pendant 4 ans, j'ai écrit un journal à tous les jours, quand je m'occupais de mon oncle, pour avoir une référence. S'il y arrivait quelque chose plus tard, d'abord, il y avait des sous. S'il y avait eu des contestations ou quoi que ce soit, j'avais vraiment des écrits de tout ce que j'avais fait au jour le jour. Mais après qu'il est décédé, j'avais toujours ma fameuse brique que j'avais écrite. J'ai pris ça, puis j'en ai fait un roman où j'ai parlé... D'abord, j'avais fréquenté beaucoup de résidences de personnes âgées à cette époque-là, puis j'avais vu différentes choses, comment les gens peuvent vivre, s'ils ont des soucis, en ont pas, de la façon que les gens s'occupent de nos personnes âgées, et c'est tellement d'actualité présentement. Absolument. Puis, moi, ma mère me disait toujours, toi, tu n'as pas d'enfant, Colette, puis tu vas vieillir tout seul, il n'y aura pas personne de s'occuper de toi. J'ai réalisé que mon oncle n'avait pas d'enfant, puis il a peut-être eu le plus de soins que bien d'autres personnes. Hein. De puis sa nièce. Ben oui, de sa nièce. Et pour moi, il m'appelait sa fille. Quand j'arrivais à la résidence, il disait « Ah, ma fille qui arrive, ma grande qui arrive. Fait que pour moi, ça a été des beaux moments. Ça m'a permis dans la fin de cette histoire-là, j'ai voulu faire comprendre aux gens qu'on peut bien vieillir. Mais c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de... Il faut se permettre des choses aussi. Il faut continuer de vivre et non pas penser à préparer sa mort, continuer sa vie. On revient au clan Moreau. Est-ce que c'est ça? C'est ça, exactement. C'est à partir de ça. On raconte les 2 frères. On voit un petit peu, c'est romancé naturellement. Hector et Raoul. Et Raoul, oui. Fait qu'Hector, c'est celui qui a des enfants, puis lui, il fait un petit début d'Alzheimer. Fait que là, on vit un peu comment il doit s'en aller en résidence. Ça, c'est ma partie la plus triste, la partie qui m'a fait pleurer le plus quand je l'ai écrit. Mais on doit la vivre, hein, c'est normal. Mais on a vu qu'après, Hector, en résidence, a été heureux avec des gens qui étaient un peu comme lui. Fait qu'il a rencontré des gens qu'il a aimés, des gens qui ont pris soin de lui puis de sa condition. Tandis que Raoul, ben c'est le beau monsieur. C'est le monsieur qui est toujours bien mis, que les femmes à la résidence... Les séduisants. Oui, il y a la chaise... Madame Reyna lui laisse sa chaise, une autre fait autre chose. En tout cas, c'est vraiment plaisant à lire. Et quand on est arrivé à la fin, mon éditrice a dit, Colette, il manque un petit bout, là, j'aimerais ça retrouver toute la famille Moreau, là, après tout ça. Puis là, en dedans de peut-être 2 heures, j'ai écrit un chapitre, je pense le plus beau chapitre que j'ai jamais écrit dans ma vie. Et c'était la fin de l'histoire de la famille Moreau, mais c'est magique. Là, vous m'allumez sur quelque chose, Colette. Si je comprends bien, quand on travaille avec une maison d'édition, on a donc quelqu'un qui nous dirige, je sais pas, quelqu'un qui nous conseille, qui nous dirige, qui nous suit, c'est ça? Qui nous en demande toujours plus. Qui en demande. Et c'est ce que je réalise, en fait, c'est qu'elle vous a fait la commande d'une direction à prendre pour le meilleur et pour le mieux. Oui, elle me l'a suggéré. On est toujours maître de notre roman. Okay. Mais c'est intéressant, ça, de se dire, quelqu'un le lit, puis se dire, moi, quelqu'un d'expert, évidemment, en la matière. Une historienne qui est mon éditrice. Ah, d'accord, et qui cherche, évidemment, mais c'est intéressant, là, j'ai pas du réalisé début, dès que j'ai commencé à écrire, je me suis dit, si c'est bon, parce que je voulais que ce soit édité, ça va être édité par une grande maison d'édition. D'accord. J'avais pas dans l'idée de m'éditer moi-même, je voulais une grande maison d'édition et si c'est pas bon, ça sera pas édité. Et si c'est bon, ça sera édité à grande échelle. Et ça m'a pris 6 ans de trouver une maison d'édition parce qu'on envoie, ça fonctionne exactement comme on voit dans les films, là, on envoie des manuscrits, puis on attend, puis on nous lit, puis on vous dit non, on nous dit non encore, puis à un moment donné, quelqu'un dit oui. Oui, puis à un moment donné, j'ai eu un éditeur véreux avec qui j'ai travaillé comme 1 an, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des sous, mais j'ai repris mes droits. Puis là, j'ai été voir, pourquoi j'avais pas été voir qui éditait, parce que des amis à moi disaient, mon Dieu, t'écris comme Louise Tremblay de Science. Je disais, non, ça se peut pas, parce que pour moi, c'est la plus grande. Elle disait, non, je te retrouve dans ces écrits-là, et puis j'ai été voir qui éditait Louise. Et c'était la maison Guy Saint-Jean. Là, un soir, j'ai été voir la maison Guy Saint-Jean. C'est vraiment une histoire de famille, cette maison d'édition-là. C'est Nicole Saint-Jean qui est la présidente, Marie-Claire qui est la vice-présidente. Et que là, j'ai écrit à la présidente un courriel un soir, puis j'ai écrit « Il faut être culotté pour écrire à la présidente de chez Guy Saint-Jean ». Et j'ai raconté mon parcours.
Et le lendemain matin à 9 h, j'avais une réponse. Mais c'est le culot qui porte fruit, l'audace. Oui, bien, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas d'être culotté, c'est d'être persévérant et on adore ça. Absolument. Mais là, je pensais qu'il éditerait mon livre qui était terminé, mais on m'a dit non, il reste du travail à faire. Et c'est là quand, en ligne de compte, l'éditrice qui travaille avec moi, c'est Isabelle. Et puis, elle me lit quand mon manuscrit est complété. Puis en cours de route, elle va me dire où il y a des failles. Elle va me dire, t'es pas allé assez loin, ou laisse parler ton cœur. Wow. Souvent, j'ai l'impression d'écrire sur la belle directive. Oui, vraiment. Wow, c'est merveilleux d'être guidé comme ça. C'est une richesse. C'est peut-être ça qu'il faudrait parfois expliquer parce que j'ai souvent affaire à ce sujet-là. Auto-édition ou éditeur? C'est totalement différent. C'est totalement différent pour des raisons bien particulières dans chacun des cas, mais voilà quelque chose qui pèse fort dans la balance. On est dans une émission littéraire, alors on s'en va là inévitablement. C'est très intéressant. C'est aussi Moi, je voulais que mon livre soit édité, qu'on puisse l'avoir partout. Mon livre est maintenant en France, en Suisse, en Belgique. OK, dans la francophonie. Partout. N'importe qui demande mon livre sur Internet, il va l'avoir, il va le commander. Tu sais, c'est vraiment une visibilité qui est différente d'une auto-édition où tu dois... C'est sûr que j'en vends des livres, j'en ai tout le temps avec moi, mais c'est pas la même chose que quand nos livres sont partout. Il faut savoir tout faire quand on s'auto-édite. Exactement, exactement. Et c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Vous voulez écrire, concentrer sur l'écriture et pas avoir à penser promotion, vente, distribution, etc. Puis je voulais aller partout. Je voulais aller dans tous les salons du livre et je l'ai fait aussi. J'ai été partout. Il me reste l'Europe à toucher, là. Ça s'en vient. Avec le prochain. Ça s'en vient. Oui. Je vous le souhaite, Colette, grandement. Vous avez donné à un moment donné une conférence aux Patriotes en 2017 qui s'intitulait « Croire en ses rêves ». Oui. Il faut croire que ça a fonctionné pour vous. Oui. Vous avez cru en vos rêves et vous vous êtes réalisé. Pourquoi vous aviez décidé d'en faire une conférence pour débuter, moi, j'étais pas la fille qui pouvait donner de conférences, qui pouvait parler devant une classe. Je l'avais vraiment pas. Mais parler de mes romans, parler de l'écriture, de ce que j'aime, de l'écriture, de tout ce que je fais pour écrire, de cette passion-là, pour moi, c'est facile. Fait qu'à ce moment-là, j'avais réalisé mon rêve. J'ai commencé à aller rencontrer, j'ai été demandée pour aller parler dans des bibliothèques. Puis à un moment donné, est venu le Patriote, où j'ai été donner une conférence. Puis chaque fois, les gens disent « on t'aurait écouté pendant des heures ». En avez fait plus qu'une par la suite? Oui, j'ai sûrement 25-30 conférences de donner. L'an dernier, j'ai été en donner une dans la région de Valleyfield. C'était pour le groupe J'écris ma vie, qui fêtait ses 20 ans. D'accord. Et puis, on m'a demandé. J'ai été donner la conférence. J'ai adoré ce groupe-là, que c'est des gens qui sont passionnés d'écriture. Ils écrivent leur vie, mais en même temps, ça leur permettait de voir c'est quoi le cheminement pour écrire un roman, par où j'ai passé, ce que j'ai fait. Puis là, cette année, ils vont ajouter un autre département dans ça. Ça va être écrire un roman aussi. Ça fait penser à ce que Jeannette Bertrand a fait durant la pandémie, qui s'est mise à faire une série télévisée, en fait, où elle encourageait, où elle incitait les gens, elle les invitait à écrire leur vie, finalement, leur biographie. Et ça a fait un tabac incroyable. Elle en vit les répercussions. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement que son prochain livre qui va sortir sera inspiré de ces histoires qui lui ont été racontées, qui sont en fait des histoires de personnes qui ont vécu notre monde, notre Québec, etc. Donc, elle s'en est inspirée. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne idée de faire écrire nos aînés, en fait. Ils ont beaucoup de choses à raconter, puis ils ont le temps, en plus, d'écrire. Quand j'ai été donner cette conférence-là, je me suis engagée à partir d'un groupe J'écris ma vie à Sainte-Agathe. Parce que je me disais, on n'en a pas, c'est un besoin. Les gens me demandaient souvent, les gens me disaient souvent, moi, là, je pourrais t'en raconter des histoires. Tu n'aurais beaucoup à écrire, tu sais. Mais j'ai déjà plein d'histoires à raconter. Puis, j'ai décidé de partir ça. Et puis, j'ai trouvé une autre animatrice avec moi. Puis, finalement, plutôt qu'avoir une session cet automne, on en aura 2. Une de jour, une de soir. Puis, les gens sont vraiment intéressés. Les gens veulent écrire. Puis, je me dis, ça peut libérer des gens beaucoup de pouvoir écrire, même si c'est juste pour eux. Ah oui, ça fait du bien d'écrire. C'est très libérateur.
Pour vous, écrire, c'était l'ultime but à atteindre, évidemment, oui, parce que oui. c'est ce que vous dites. Parce que, bon, bien évidemment, de croire en ses rêves, tout ce qui en est découlé pour vous emmener à l'écriture, c'était votre but ultime à atteindre. Maintenant qu'il est atteint, quelle est la suite? La suite, c'est de continuer à écrire jusqu'à la fin de mes jours. Je ne prendrai jamais de retraite de l'écriture, c'est certain. Madame Bertrand, je veux dire, on s'inspire de Madame Bertrand, c'est sûr. On peut voir que c'est quelque chose qu'on peut faire longtemps dans notre vie. Bien sûr. Fait que là, j'ai pris une petite pause, mais vraiment, là, je suis repartie à l'écriture. Là, j'aimerais de sortir un roman l'an prochain. Ça devrait être prêt. Alors, j'allais vous demander, qu'est-ce qui est sur la table? Donc, un roman est sur la table, un roman est sur la table de travail, est en élaboration, est en train de mijoter ou déjà en écriture? Oh, il est déjà en écriture. Déjà en J'ai écriture. commencé pendant la pandémie. À ce moment-là, je demeurais à Sainte-Adèle. Puis, j'allais marcher dans les petites rues de Mont-Roland. Puis, m'est venue une idée d'écrire l'histoire. C'est un peu basé sur une tante qui est partie de Sainte-Agathe, aller travailler à Montréal autrefois, mais qui reviendrait, ce qui n'est pas arrivé à ma tante, mais qui revient. Et on se donne toujours un titre là, qui ne reste pas toujours jusqu'à la fin, mais écrire sa vie, ça dérange. Ça, ce serait le titre? Oui. Écrire sa vie, ça dérange. Oui, c'est vrai. Écrire sa vie, ça doit dérange. déranger, en tout cas. Quelqu'un qui revient s'installer dans le village et qui décide d'écrire la vie de la famille. Donc, ça se passe encore dans les Laurentides? Mont-Roland. À Mont-Roland. C'est excellent, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Colette? Donc, d'écrire jusqu'à la fin de vos jours, ça, on a De bien la compris. santé, des bonnes mains pour pouvoir écrire longtemps, un bon dos. Est-ce que vous écrivez à la main ou à l'ordinateur? Habituellement à l'ordinateur. OK. Je prends plein de notes à la main, tout le temps. J'écoute les gens. J'adore écouter les gens maintenant, beaucoup plus. J'ai toujours eu une bonne oreille, mais j'aime encore plus maintenant écouter les gens se raconter. Les gens n'écoutent pas quand on parle. Mais quand on prend le temps d'écouter les gens, ils ont plein de choses à nous dire. En 25 secondes, qu'est-ce que Colette lit, elle? Qu'est-ce qu'il y a sur sa table de chevet? Oh, malheureusement, je ne peux plus lire des romans historiques comme j'adorais. Je lis beaucoup de romans policiers. Ah. Est-ce que je vous demande pourquoi vous ne pouvez plus lire de romans historiques? Pourquoi vous mêlez les cartes? Exactement, pour ne pas contaminer mes récits. Je ne voudrais tellement pas prendre une histoire de quelqu'un d'autre. Fait qu'à ce moment-là, je ne lis aucun roman. Alors là, on est dans le roman policier. Oui. Alors, on vous attend avec votre prochaine sortie de livre. Oui. Merci pour ces beaux écrits. Merci pour ce bel entretien. C'est la fin de notre première émission de la saison d'automne. Alors, au plaisir de vous rencontrer chaque semaine avec quelqu'un de nouveau. Au plaisir. Au revoir.